Bonsoir à tous et bienvenue à la une ce lundi, l'ouverture ici à Abidjan de la 23e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement des 8 pays de l'UEMOA, rencontre de haut niveau présidée par le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, au cours de laquelle le président du Niger a été désigné par ses pairs à la tête de l'institution. Les autorités maliennes disposent de moins d'un mois pour libérer les 46 soldats ivoiriens détenus à Bamako depuis juillet dernier, sans quoi elles exposent le Mali à de nouvelles sanctions de la CEDEAO. C'est l'une des principales résolutions du 62e sommet ordinaire de l'institution qui s'est tenu hier à Abuja, au Nigeria. Et puis la désillusion africaine à la Coupe du Monde, hier avec l'élimination du champion d'Afrique des Nations en titre. Le Sénégal a terminé sa course après avoir été battu hier en 8e de finale par l'Angleterre par 3-0. Les réactions de supporters sénégalais à suivre dans ce journal. Direction tout de suite le Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. S'y est ouverte ce matin la 23e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement des 8 pays de l'UEMOA. Rencontre de haut niveau présidée par le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, au cours de laquelle le président du Niger, Mohamed Bazoum, a été désigné par ses pairs à la tête de l'institution. On fait le point avec Pierre Dipomelin et Fulgence Kissiedou. L'Union économique et monétaire ouest-africaine se porte bien malgré l'inflation générale observée dans le monde, due à la perturbation des circuits d'approvisionnement du fait de la Covid et la guerre en Ukraine. L'UEMOA, en dépit de ces chocs exogènes, a réalisé un taux de croissance au niveau du PIB de 7,5% en 2022 contre 6,1% l'année précédente. C'est ce qui ressort du rapport de l'état de l'Union dressé par le président des conseils de ministres de l'UEMOA à l'ouverture de la 23e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement. Cette bonne tenue de l'activité économique, nonobstant les divers chocs subis, est notamment consécutive à l'intensification des investissements dans les États membres, ainsi qu'à la bonne tenue des activités manufacturières, commerciales et des services. Le taux d'inflation est estimé à 7,5% en 2022. Contre 3,6% en 2021. Le président ivoirien Alassane Ouattara, qui a présidé la cérémonie en tant que doyen des chefs d'État de l'Union, a passé le flambeau à Mohamed Bazoum, président de la République du Niger, désigné nouveau président en exercice de l'UEMOA. Le fanion de l'institution a été remis au Premier ministre Oumoudou Mahamadou, représentant le chef d'État nigérian. Mais avant, le président Ouattara a noté une bonne résilience de l'institution sous-régionale. Nos économies sont demeurées résilientes et le taux de croissance de l'Union a légèrement fléchi néanmoins et est attendu à 5,7% en 2022 après un taux de 6,1% en 2021. Par ailleurs, le taux d'inflation devrait se situer, passer de 3,6% en 2021 à 7,5% en 2022, c'est-à-dire que le taux d'inflation a plus que doublé, mais heureusement contre plus de 10% en Europe et plus de 20% dans plusieurs pays africains. Je ne sais pas s'il faut dire que cela doit nous rendre heureux ou pas, mais je constate que partout dans notre sous-région, les populations se plaignent de la vie chère. Donc, c'est-à-dire que ce taux d'inflation, bien qu'étant faible par rapport aux pays de la sous-région, du continent et de l'Europe, est quand même trop élevé pour nos populations. L'UEMOA est une organisation ouest-africaine créée le 10 janvier 1994 qui a comme mission la réalisation de l'intégration économique des États membres à travers le renforcement de la compétitivité des activités économiques dans le cadre d'un marché ouvert et concurrentiel et d'un environnement juridique harmonisé. Plusieurs d'entre ces chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA sont aussi membres de la CEDEAO. Ils étaient présents hier au Nigeria au 62e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui s'est achevé hier dans la soirée.
L'organisation demande la libération avant le 1er janvier prochain des 46 militaires ivoiriens détenus au Mali et annonce la création d'une force régionale pour lutter contre le terrorisme et pour rétablir l'ordre constitutionnel, comme nous le montre Salif Yalekwe. Les dirigeants ouest-africains exigent du Mali la libération des 46 soldats ivoiriens détenus depuis juillet dernier par la junte au pouvoir, sous peine de sanctions. Cet ultimatum a été lancé au terme d'un sommet de la CEDEAO tenu dimanche 4 décembre à Abuja. Les dirigeants ont également exprimé leurs préoccupations concernant la détention continue des 46 soldats ivoiriens au Mali et appellent les autorités maliennes à libérer les soldats au plus tard le 1er janvier 2023. Nous continuerons à dialoguer avec les autorités maliennes pour obtenir la libération immédiate des 46 soldats détenus au Mali. Au cas où les soldats ne seraient pas libérés rapidement, les dirigeants se réservent le droit et ils ont pris la décision de prendre certaines mesures. L'insécurité est un facteur primordial des coups d'État militaires qui ont secoué la région depuis 2020, au Mali, au Burkina et pour d'autres raisons, en Guinée. Dans l'actualité sanitaire, on s'intéresse à une maladie génétique et héréditaire, la bêta-thalassémie. Elle touche les enfants de parents aux gènes incompatibles. Parmi les malades, un enfant de 12 ans que l'une de nos équipes a rencontré, prénommé Ivan. Il n'a pu mettre les pieds dans sa salle de classe de 5e, incapable qu'il est de marcher sur une distance avec les nerfs qui lâchent, ses pieds et les crises soudaines qui le mettent à terre. Son état actuel nécessite une évacuation sanitaire en Europe pour y subir une greffe de la moelle osseuse, une intervention évaluée à près de 40 millions de francs CFA. Un SOS est lancé à cet effet par une organisation non gouvernementale de la place qui joint sa voix à celle de l'infortuné garçon et sa mère désemparée. Immersion dans la galère de cette famille de malades de bêta-thalassémie, un sujet de Thiemé Dandje et Eric Kimo. Yopougon Agbayaté. Depuis qu'elle a quitté Mans, capitale de l'Ouest ivoirien, c'est ici que Dame Kwadio Kwasi a élu domicile. Avec ses enfants dont un, cet élève de 12 ans, en classe de 5e, atteint d'une pathologie rare, la bêta-thalassémie. Une affection que connaît bien cet hématologue, établi dans ce centre de soins d'Abidjan-Cocody. La bêta-thalassémie, c'est une maladie génétique et héréditaire qui va toucher une protéine contenue dans le globule rouge, qu'on appelle l'hémoglobine. Donc cette protéine, son rôle, c'est de capter l'oxygène quand on respire et de le transmettre au tissu. Donc cette maladie va altérer la fabrication en termes de quantité de cette hémoglobine-là. Donc c'est un défaut quantitatif de la formation de l'hémoglobine. Depuis peu, c'est lui qui suit l'infortuné garçonnet, porteur de mauvais gènes de ses parents. Elle est transmise aux enfants par les parents. Ils ne savent pas qu'ils sont malades et donc vont transmettre leurs gènes malades aux enfants. Donc l'enfant qui aura hérité des deux gènes malades va donc présenter les manifestations de cette maladie. Le concerné, nous le retrouvons dans la résidence familiale. En retrait, jeux vidéo en main, pour l'occuper. J'ai mal aux pieds, je ne sais pas, je ne peux pas arriver à l'école. Ça me fait mal un peu comme si mes nerfs se bloquent. Je souhaite qu'on me guérisse. Son état, à en croire sa mère, s'est fortement dégradé cette année particulièrement, au point de l'empêcher de suivre les cours. Le premier jour de la rentrée, dès qu'il a porté kaki, il a piqué la crise. Donc on s'est retrouvés à l'hôpital dans une clinique. On nous a hospitalisés une semaine. Quelques jours d'observation. Et depuis lors, il ne peut plus marcher. Il ne peut pas marcher sur une longue distance. C'est-à-dire qu'il peut marcher dans la maison ici, mais il ne peut pas sortir. Dès qu'il sort, ses pieds perdent la force. Il tombe. Pour le tirer d'affaire, une intervention s'impose, la greffe de la moelle osseuse. Le traitement idéal, c'est de faire une greffe de moelle osseuse. Cette greffe de moelle-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller remplacer les cellules malades, les gens qui contiennent le gène malade, et elle va les détruire et les remplacer par des cellules saines qui vont produire maintenant une hémoglobine normale, ce qui va donc guérir de la maladie. Le salut de ce garçonnet, la greffe non pratiquée sur place, qui passe par une évacuation sanitaire en Europe, évaluée à 40 millions de nos francs. Comment y faire face? Une équation qui donne des sueurs froides à sa génitrice, dont le quotidien se réduit désormais au suivi du malade. Les regards contris se tournent alors vers de bonnes volontés. Je crois qu'il y a des personnes de bonne volonté qui ont de grands cœurs, qui ont des moyens
qui veulent même aider, mais qui ne savent pas comment. Je crie à ces personnes-là. Il y a des personnes aussi qui n'ont pas de grands moyens, mais qui veulent aider. Je crie aussi à ces personnes-là. Au secours, à notre enfant Jafé, Ivan. À ces voix de détresse, l'ONG Voix de Femmes ajoute sa note. Ces volontaires accourus au chevet du malade de bêta-thalassémie sonnent eux aussi la mobilisation de toute âme compatissante pour réunir les fonds de l'évacuation. Il souffre, sa famille est épuisée financièrement, psychologiquement, donc il faudrait qu'on l'aide. Il faudrait qu'on l'aide à être évacué d'urgence en France ou en Turquie pour être sauvé, pour bénéficier de cette greffe de moelle osseuse. Il faudrait que nous soyons solidaires à cette famille. Aujourd'hui c'est Ivan, demain ça peut être un autre enfant. On aura besoin de vous, on aura besoin de tout le monde pour sauver ce petit garçon, pour sauver notre fils, notre petit frère. Le sort de cet enfant, plusieurs autres peuvent l'éviter. Cela passe par l'examen de l'électrophorèse, de l'hémoglobine pour les couples d'avant tout mariage. Il faut connaître son statut hémoglobinique, c'est-à-dire il faut faire son électrophorèse de l'hémoglobine. Parce que la seule prévention de la maladie dont nous disposons actuellement, c'est d'éviter que deux personnes porteurs du gène ne se mettent ensemble. Ça, c'est la prévention primaire. Parce que quand vous ne mettez pas ensemble, vous ne ferez pas d'enfants malades. Ce diagnostic, en cas de résultat positif, pourrait sonner la fin d'une idylle, mais il a le mérite de soustraire de nombreux enfants de la galère de la bêta-thalassémie, maladie génétique rare, éprouvante, aussi bien pour la famille que le patient. Ce soir, coup de projecteur également sur un produit de grande consommation à l'échelle mondiale, introduit en Côte d'Ivoire dans les années 1940. Sous la colonisation, la pomme de terre gagne peu à peu sa place dans les habitudes alimentaires de la population. Si ce tubercule se cultive bien dans les autres pays de la sous-région, en Côte d'Ivoire, sa production n'existe presque pas. Seulement 52 tonnes sont produites localement sur les 58 000 consommées. Comment arriver à produire en quantité suffisante pour la consommation locale et limiter le niveau d'importation? C'est le défi que veulent relever des producteurs qui se font désormais accompagner par l'Association ivoirienne des sciences agronomiques. On fait le point avec Nadia Edja et Tanguy Kona. Sur une consommation de 58 000 tonnes par an de pommes de terre, la Côte d'Ivoire produit actuellement seulement 52 tonnes, soit moins de 0,5% du volume nécessaire. Pour combler ce gap, l'importation reste la seule option. Selon la FAO, la Côte d'Ivoire a importé en 2021 un peu plus de 57 000 tonnes, équivalent à une sortie de devises de 14,3 millions de dollars, soit plus de 9 milliards de francs CFA. Ce sont des millions, pour ne pas dire des milliards que nous dépensions pour l'importation de pommes de terre. Le pays, c'est juste à côté de nous. Nous avons nos pays voisins qui sont des producteurs. Pour faire de la culture de pommes de terre une réalité, les acteurs du secteur viennent de signer une convention avec l'Association ivoirienne des sciences agronomiques. Nous pouvons produire la pomme de terre en Côte d'Ivoire. Nous devons tous nous mettre ensemble pour regarder cette spéculation, parce qu'elle est très rentable, mais c'est une volonté que nous devons afficher pour pouvoir arriver à cet objectif. Il y aura des champs-écoles que nous allons mettre en place à travers tout le pays pour inciter les jeunes à cette culture. On aura d'abord l'accompagnement technique, l'encadrement des producteurs. On aura dans l'accompagnement aussi tout ce qui est phytosanitaire pour leur permettre de produire et de produire avec de très bons rendements. Nous allons les accompagner aussi avec des variétés très productrices maintenant de pommes de terre qui ont été déjà découvertes par l'AISA et qui ont fait déjà l'objet d'études. Et nous allons les accompagner également sur le terrain avec les champs de démonstration. Une conférence de presse de haut niveau est prévue ce jeudi 8 décembre au Plateau. Environ 400 personnes sont attendues à cet événement qui va s'articuler autour de conférences, panels et expositions-ventes. Plusieurs pays de la sous-région y partageront leurs expériences. On termine ce journal avec la désillusion africaine à la Coupe du Monde hier avec l'élimination du champion d'Afrique des Nations en titre. Le Sénégal a terminé sa course après avoir été battu hier en 8e de finale par l'Angleterre sur un score de 3-0. Les réactions de supporters sénégalais dans ce sujet de Salif Yalekwe. Fin de parcours dimanche soir pour les Lions de la Teranga à la Coupe du Monde de football.
Ils sont tombés face à l'Angleterre en encaissant 3 buts sans en inscrire. Une défaite synonyme d'élimination à ce stade de la compétition, mais les Lions sont salués par le peuple sénégalais. Le président sénégalais a salué les performances des Lions. Vous n'avez pas démérité. Vous avez joué sans Sadio, Kouyaté et Ghana. Vous êtes parmi les 16 meilleures équipes du monde et l'Angleterre était un adversaire de taille. Bon courage et bonne chance pour les prochaines échéances. L'Angleterre, c'est un gros morceau. Je m'attendais à un Sénégal beaucoup plus cohérent, beaucoup plus conquérant, beaucoup plus battant. Aussi, juste après l'égalisation, malheureusement, comme je l'ai dit, l'Angleterre a été plus forte que nous, la logique a été respectée. Nous ne pouvons être que fiers de nos Lions, de la compétition qu'ils ont. On peut même dire que c'est un résultat qu'on doit saluer. Parce que nous, les Sénégalais, on n'attendait même pas le Sénégal en 8e de finale sans Sadio Mané. Ils ont fait le tout, ils ont sacrifié, ils ont donné par exemple pour qu'ils puissent venir ici en 8e de finale. Donc ils ont fait un grand tournoi. Ils ont fait le tout pour rendre service les Sénégalais et pour rendre heureux toute l'Afrique. Ce qui fait qu'on doit les remercier. Les quotidiens sénégalais ont titré principalement sur cette élimination du Sénégal en 8e de finale de la Coupe du Monde 2022 et notent la différence de niveau technique entre eux et le bourran anglais. Logé dans la poule A avec le pays organisateur, le Qatar, le Sénégal avait réussi à terminer 2e de son groupe. Après une défaite face aux Pays-Bas 2-0, les Lions de la Teranga, privés dans ce mondial de leur attaquant vedette Sadio Mané, ont obtenu par la suite 2 victoires contre le Qatar, 3-1, et battu l'Équateur par 2-1. Voilà, c'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction, réalisé par Edwige Meaka. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous avec l'information demain à 19h50.